Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le début du tournoi fédéral d'échecs 2022 qui s'était joué cette année-là à Payerne. Alors, ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai plus joué de tournoi partie longue en réel, ça je l'ai expliqué dans l'un de mes posts sous YouTube. Alors, je suis assez excité quand même à l'idée de rejouer un tournoi. En plus de ça, c'est à Payerne, là où j'ai beaucoup joué de tournois, où j'ai mes amis, enfin, on n'a pas beaucoup de contacts, mais c'est toujours un plaisir de revoir notre petit groupe de joueurs d'échecs. On a joué les juniors ensemble, on était les romans, donc on a pas mal traîné ensemble. C'est toujours un plaisir de discuter avec eux, d'analyser les parties, de jouer même des parties pour le fun. Donc ça, c'est très très agréable. Et j'avais pris beaucoup de plaisir d'ailleurs le premier jour du tournoi à revoir tout le monde, à redire bonjour à tout le monde, de se dire un petit peu qu'est-ce que tu deviens, etc. Parce que ça faisait quand même 5 ans qu'on s'était pas revus. Alors, maintenant je vais juste rentrer dans quelques précisions. Tout d'abord, vous voyez juste là-haut, numéro 9, l'épisode numéro 9, vous vous demandez peut-être où est passé l'épisode numéro 8. Alors, il était prévu que je fasse encore les commentaires d'une partie que j'avais jouée en championnat suisse par équipe 2022 au début de la saison. Mais j'ai décidé finalement de ne pas commenter cette partie parce que j'avais joué contre une joueuse débutante qui avait 1100 Elo. Et comme beaucoup de débutantes, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Elle a joué beaucoup trop vite, elle m'a donné une pièce au bout de 10 coups à tout casser. Voilà, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de montrer cette partie. Peut-être si vraiment vous êtes intéressé à ce que je montre cette partie, peut-être que je ferai une vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez envie que du coup je vous montre cette partie-là. Du coup, maintenant, la cadence. C'est 1h30 dans ce tournoi, plus 30 secondes par coup, et c'est marre. Il n'y a pas de rajout de 30 minutes après le 40e coup. Ce qui change pas mal de choses quand même. Parce que on peut pas se dire ok, je suis un petit peu dans le mal, mais je vais récupérer du temps au 40e, comme on l'a vu par exemple dans ma dernière partie, où j'étais en side note dès le 25e coup, donc pendant 15 coups j'ai dû jouer assez vite. Là, il n'y a pas ce rajout au 40e, ce qui fait que si tu rentres dans la finale avec très peu de temps, bah, tu auras très peu de temps pendant toute la finale. Et ça, c'est important, surtout quand on sait que la finale, c'est l'un des aspects du jeu les plus difficiles. Le tournoi s'est déroulé sur 4 jours. Le premier jour, c'était le 26 mai 2022 jusqu'au 29. Et il y a 2 rondes par jour, excepté le dernier jour où il y a juste une seule ronde, qui est le matin, pour que l'après-midi, il y ait toutes les remises de prix, parce qu'il y a quand même un titre à aller chercher pour les joueurs suisses lors du tournoi principal, parce qu'il y avait plusieurs tournois, moi j'ai joué le tournoi principal. Il est champion fédéral. Alors pas champion national, mais champion fédéral. C'est un petit peu en dessous, mais c'est toujours un titre quand même. Alors également, durant le mois qui avait précédé le tournoi, je vous avoue, j'ai beaucoup regardé la liste de départ qui ne faisait que grandir, parce que j'étais à peu près au milieu en termes d'élo par rapport à la liste de départ. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe un tournoi, la liste de départ, elle est définie comme ceci. Si par exemple vous avez 100 joueurs, on va couper au milieu au 50e joueur, et le joueur numéro 1 va jouer contre le joueur numéro 51. Le 2 contre le 52, le 3 contre le 53, etc., etc., avec alternance de couleurs. Et moi, j'étais à peu près au milieu, et je me disais, ah, ce serait quand même sympa de jouer un joueur titré pour commencer. En plus de ça, les 10 premiers échiquiers sont retransmis. D'ailleurs, cette partie, vous pouvez la retrouver sur Internet. J'espérais jouer contre le grand maître Christian Bauer, le grand maître français, qui est une légende actuellement. Hein. Il a été champion de France. Je crois actuellement il est numéro 7 français, mais il a même été plus haut que ça. Il a 2600 Elo à peu près. En gros, c'est une pointure. Il a joué pour l'équipe de France au championnat du monde. Vraiment, ça aurait été un immense honneur de jouer contre lui. Mais je suis un tout petit peu en dessous. Je joue au 3e échiquier contre un maître international allemand, Adrian Gnitzer, qui a 2417 points Elo. Et je me dis, pourquoi pas tenter de lui causer des problèmes finalement. Je me dis, je joue assez bien, même si je suis très fatigué au début du tournoi. Mais je me dis, pourquoi pas, c'est lui qui a la pression, c'est lui qui doit gagner ce match. Et c'est comme ça peut-être qu'on peut créer des sensations, qu'on peut créer la surprise. Alors le seul petit X, c'est que j'ai les noirs. Je sais que ça va être plus compliqué que si j'avais les blancs. Mais j'ai rien à perdre. J'y vais avec les connaissances que j'ai.
Et allez, on va commencer cette partie. Et le maître international allemand m'ouvre avec le coup E4. Alors moi, je réponds C5. La sicilienne, comme j'avais expliqué, j'avais quelques prépas là-dessus. Il joue cavalier F3, je joue cavalier C6. Il m'avait dit à l'analyse qu'il jouait beaucoup la Rossolimo fou B5, mais il a préféré jouer D4. Moi, finalement, ça m'a arrangé parce que je connais beaucoup plus cette ouverture-là, la sicilienne ouverte, que la Rossolimo. Donc je prends, cavalier prend, et j'envoie G6, le dragon accéléré. Alors là, il y a deux grands coups, on va dire comme ça, soit cavalier C3, soit C4, les taux de Maroxy. Knitzer décide de m'envoyer C4, les taux de Maroxy. Je joue donc fou G7, on attaque deux fois le cavalier D4, donc il le défend par fou E3. Et là, la première petite surprise, j'envoie cavalier H6, une petite prépa maison. Aussi, je me suis dit, si je vais trop dans la théorie, lui, il va forcément connaître plus de théorie que moi. Il est maître international, ça sert à rien que j'aille dans un débat théorique. Si je rentre là-dedans, c'est moi qui vais perdre le combat. Et cavalier H6, je me suis dit, c'est assez malin. Et il m'a dit à l'analyse n'avoir jamais vu ce coup. Pourtant, il a joué beaucoup de dragons accélérés. Alors, c'est une sous-ligne aussi. Je sais que si les blancs la jouent parfaitement, je sors avec un désavantage de l'ouverture. Mais il va y avoir quelques pièges, on va voir ça juste après. Ok, il joue cavalier C3. Il m'invite d'une certaine manière à retourner dans la grande théorie si je joue cavalier G4. Pour montrer, si je fais cavalier G4, c'est juste qu'au lieu d'être passé par F6, je suis passé par H6. La grande théorie, c'est dame prend G4, cavalier prend D4. On menace cavalier C2, donc les blancs reviennent en D1. Puis on joue cavalier E6 avec les noirs. C'est la grande théorie. Après, il y a encore beaucoup de théories à connaître, que je ne connais plus d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment la position de base, on va dire, de la dragon accélérée avec les taux de Maroxy. Donc, il se dit peut-être que je vais revenir là-dessus et puis peu un peu retomber sur ses pas. Mais non, j'ai une autre idée. Je joue D6. Il joue H3. Et j'envoie F5. Et c'est le coup risqué dans cette position. Mais il y a un piège en fait. Le piège, c'est que les blancs seraient tentés de jouer fou prend H6, fou prend H6 et E prend F5. Parce qu'on gagne un pion dans cette position. On ne peut pas récupérer le pion. Parce que si je récupère fou prend, cavalier prend, pion prend, à la fin il y a dame H5, échec, et les blancs récupèrent une pièce. Donc ça va pas. Mais là-dessus, il y avait une idée cachée. C'était de jouer dame B6. Et ça entre dans des combinaisons très très compliquées. On menace le pion B2. D'ailleurs, il me semble-t-il que le coup que Lordi préconise, c'est de jouer cavalier B3 ici. Mais on peut être tenté de jouer cavalier E6 et se dire qu'on a un cavalier qui est bien placé. Et après, fou prend, pion prend, dame prend. Malgré tout, ce pion en E6 est bien placé proche du roi noir. Si on roque sur l'aile roi, c'est un petit peu à l'air. Sur l'aile dame, ça peut être délicat aussi. Mais en réalité, cette position, elle est déjà avantageuse pour les noirs. Je vous laisserai gratter un petit peu plus loin en profondeur si ça vous intéresse. Surtout cette position-là, parce qu'il y a aussi, je crois, cavalier B5 qui est jouable avec les blancs. C'est un immense labyrinthe, mais où finalement les noirs ne sont pas si mal que ça. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, du coup, s'ils rentrent dans le piège, bah je vais bien m'en sortir. Mais là, il a été malin, parce que jusque-là, on a un petit peu tout joué tempo, et il marque une pause de 5-10 minutes pour essayer d'analyser la position. Et finalement, il joue prend F5. Je réfléchis un tout petit peu, mais maintenant, le problème, c'est que dame B6 ne marche plus du tout, parce qu'il y a ce vis-à-vis-là. Donc, dame B6 fonctionne plus. Donc, je dois reprendre le pion. Donc, je reprends assez vite cavalier prend F5. Il joue cavalier prend F5, et je joue fou prend F5. Mon adversaire, il a 1h25 à peu près à la pendule. Moi, j'ai 1h33. J'ai vraiment tout joué tempo. Mais je sais que du coup, il n'est pas tombé dans le piège de l'ouverture et que j'ai une position qui est inférieure, qui est légèrement inférieure. Mais je me dis, ok, bon, mes deux fous sont quand même pas mal, ils ont des bonnes diagonales, ils braquent bien. Et dans un premier temps, je m'étais dit, bon, elle doit aller cette position pour les noirs.
Mais on va voir que je vais avoir pas mal de problèmes par la suite. Il joue fou E2, tranquille. Je rock, il rock. Je joue tour C8 et il joue tour C1. Et là, je réfléchis pour la première fois beaucoup dans cette partie. Parce que j'essaie de trouver un plan d'évolution, mais je me rends compte que oui, alors c'est fou, c'est bien joli, il braque sur des belles diagonales, mais en fait, il braque quoi? Il braque rien. Il y a en fait aucun problème. Ils sont pas gênants, ils peuvent être contestés, alors pas avec ce fou, plutôt celui-là. Même celui-là, si je bouge le cavalier, il peut aussi venir. Donc finalement, ces fous peuvent être facilement contestés. Et je me dis, mais je joue pourquoi en fait dans cette position? J'essaie de réfléchir et en fait, je vois pas. Je vois pas qu'est-ce que je peux faire concrètement d'évolutif. Si je tente d'avancer ce pion, je laisse la case D5. Je vois pas comment exploiter aussi cette colonne semi-ouverte. J'essaie de regarder s'il n'y a pas des sacrifices comme ceci, mais rien de bien concret. Il joue fou F3, il n'y a plus rien du tout. J'essaie de voir le cavalier, est-ce que je peux l'améliorer? Et en fait, je me rends compte que je suis condamné déjà dans cette position à devoir être défensif. Et mon plan, je veux mettre ce cavalier C6, je veux le transférer en F6 et le fou F5 en F7. L'idée, c'est qu'avec les deux fous qui seront en G7 et F7, ils vont contrôler pas mal de cases dans mon propre camp, donc ça va être un bon repli défensif. Puis le cavalier en F6, c'est toujours une pièce qui est bien placée ici pour la défense du roi. Et je me dis, je vais essayer un petit peu de faire la tortue, et puis on verra après comment ça se passe. Mais je peux pas jouer cavalier E5 tout de suite, parce que je peux peut-être avoir des problèmes avec le pion A7, donc je décide d'abord de jouer B6. Comme ça, j'ai plus de problème avec ces pions à l'aile dame. Il y a aussi fou F3 qui peut arriver avec le pion B7 en ligne de mire. B6, j'ai ces deux pions en A7 B6 qui dominent un petit peu ce fou de case noire. Je me dis, ok, B6, c'est un coup prophylactique qui mange pas de pain. Il joue dame D2, et je joue cavalier E5. Alors je me suis dit, il peut pas jouer fou H6, avec l'idée d'échanger les fous de case noire, parce que je peux échanger, puis prendre le pion C4. Mais ici, il va bien jouer, il va jouer cavalier B5. Et en fait, cavalier B5, je me dis, ah mais encore plus fort, il défend le pion. En fait, c'est bien, il va améliorer la position de son cavalier et le mettre en D4. Alors que moi, je m'étais dit pendant la partie, il va plutôt vouloir jouer la case D5, mais finalement, la case D4, elle est tout aussi puissante. Même plus puissante encore. Je me dis, ah ouais, c'est bien joué. Ok, bon, je fais fou E6. Je commence mon plan de repli. Et j'attaque une nouvelle fois le pion C4. Alors, il peut pas vraiment prendre A7 parce que j'aurai tour A8 et je peux aller gagner le pion A2 derrière et j'aurai un petit peu de contre-jeu. Mais à nouveau, très bien joué de sa part, il joue B3. Et j'ai plus aucun contre-jeu sur l'aile dame. Il défend le pion A2 aussi avec la dame. Et là, déjà, je commence à sentir un petit peu le poids de la position, aussi le poids de jouer contre un maître international. Parce que maintenant, j'ai ce pion A7. S'il tombe, le pion B6 est fragilisé. J'ai plus de contre-jeu sur la colonne A, donc je dois défendre ce pion. Mais c'est quoi le bon coup? Je ne vais pas jouer tour A8 au cavalier C6, je viens de les bouger. Donc je me dis, bon, je joue le seul coup qui me paraît logique, qui est dame D7. Comme ça, je protège le pion A avec la dame. Et je lis les tours au passage. Et très vite, à nouveau, il joue cavalier D4. Et je m'en rends compte que j'ai encore des énormes problèmes. Admettons que je continue mon plan par fou F7. Est-ce que vous voyez ce que les blancs peuvent faire ici? Ils peuvent par exemple jouer F4. Là, ça attaque le cavalier. Je dois revenir en C6. Et il y a des idées de fou G4 qui traînent avec des enfilades par-ci par-là. Là, je dois jouer E6 et cavalier B5. Et maintenant, c'est le pion D6 qui est pris pour cible. Et je me dis, ouais, ça va pas du tout, là, je suis mitraillé. Donc ça va pas. Et je me dis, ouais, puis je peux pas lui laisser prendre non plus le fou, parce que... Admettons, je vais jouer cavalier F7, admettons une autre manière de se replier, là c'est encore plus grave, parce que cavalier prend E6, dame prend E6, et fou G4,
et il y a l'enfilade qui traîne. Alors là, vous allez me dire, bon, le cavalier, il est en E5, il protège G4, mais F4 sinon. Si je fais rien, c'est juste F4 d'abord, puis ensuite fou G4. Et je me dis, ça pue, là. Ça pue, il faut que je fasse quelque chose. Ok, je décide de jouer tour CD8. Je me dis, ok, cette tour, comme ça, elle protège D6 au cas où. Je me retire de cette diagonale. Je dis, ok, j'essaie de survivre comme je peux. Il joue F4, je m'y attendais. Je recule le cavalier en F7. Et il me joue fou F3. Et là, je commence à voir toutes les menaces qui pèsent. Il menace cavalier C6. Il menace fou C6 aussi. Ça peut être une bonne pièce qui rentre. Il y a un cavalier prend E6 qui est menaçant, avec du fou D5 qui peut arriver. Là, je vois pas de solution en fait. Je peux rien faire. En fait, je m'étais dit peut-être D5, mais en fait D5 ne sert à rien parce qu'il prend E6, dame prend E6, C prend D5. Il va gagner un pion. Il ouvre la colonne C, donc tenter de me libérer un petit peu d'espace en donnant ce pion. Alors c'est bien des fois de se dire on donne du matériel pour avoir un petit peu d'espace, mais là ça ne sert strictement à rien. Là je perds un pion pour rien. Il a la paire de fous, il a une colonne ouverte. Je peux pas m'en sortir là-dessus. Et là, je vais pas vous mentir que dans ma tête, j'ai un petit peu, je vais pas dire baisser les bras, mais déjà en termes de pendule, comme je disais, je mettais beaucoup la pression au début du match, mais là, on va arriver bientôt au 20e coup, mais lui, il lui reste plus d'une heure et moi, moins de 20 minutes. Donc voilà, ça montre aussi à quel point la position noire est désagréable. Et la seule solution que je vois, c'est d'éliminer ce cavalier qui est trop fort. Mais je sais que je fais la concession du fou de case noire qui est si important. Je fais fou prend D4. Il fait fou prend D4. Et je fais fou F5. C'est vraiment le meilleur plan que j'ai vu pour tenter de m'en sortir. Je me dis, je peux peut-être tenter E5 par la suite. Et je me libère un petit peu d'espace. C'est pas génial, mais finalement, ce cavalier en F7, il tient le pion D6. Et peut-être que je peux jouer D5 par la suite. C'est vraiment la seule solution que je vois. Et il joue fou D5. Et là, j'ai un petit peu une éclaircie parce que je me dis, mais pourquoi il fait ça? Parce que mon idée, c'est de jouer E5. Mais ok, là, je fais juste E6 d'abord. J'attaque son fou. Et s'il recule, ben, je fais E5. Puis finalement, il m'a donné un coup. Donc je me dis, ah bah c'est bien. Mais non, en fait, il joue fou B2. Alors il m'avait dit qu'il avait regretté de ne pas mettre son fou en 1, comme je l'avais expliqué dans la partie précédente. Là où il était mieux placé. Parce qu'en B2, ben, il n'est pas protégé. On va voir en fait ce qui lui posait comme problème. On va voir ça par la suite. Et fou B2, je me dis, ah ouais, ok, je vois son idée. Si je prends le fou, il veut faire dame D4. Alors c'est la partie, donc puis on prend dame D4. Son idée, c'est qu'il menace dame G7 et dame H8 mat. Enfin, dame H8, pour l'instant, c'est contrôlé par le cavalier. Mais je me dis, la seule manière plus ou moins normale qui serait cavalier H6 pour protéger le mat avec dame G7 fonctionne mal parce qu'il a dame H8 échec, roi F7, dame G7, roi E8 et tour E1. Et je m'en sors plus. Donc, je me dis, je rends la pièce. Ça, c'était prévu. Cavalier E5. Puis on prend. Et dame G7. Je me dis, j'ai cette défense-là. Je me dis, ça tient sur un fil, mais j'ai cette défense. Et c'est là où il m'avait dit qu'il avait un petit peu regretté que son fou ne serait pas protégé. Parce que si son fou était en A1, il serait protégé par la tour. Et si toutes les pièces s'en vont, bah, je ne pourrais pas récupérer son fou. Mais en fait, j'ai raté un coup dans cette position. Qui perd instantanément, c'est dame prend D5. Et je vais vous montrer que dans cette position, si j'avais réfléchi un petit peu plus, c'est un petit peu le regret que j'ai parce que je l'ai joué trop vite, j'ai trop vite baissé les bras, c'est qu'il y avait une manière de se défendre, c'était de prendre le pion. Dame prend et D4. Et l'idée, c'est qu'on va sans doute perdre le pion après qu'il me joue tour D1 pour attaquer le pion. Mais finalement, après tour Fe8, dame prend D4, fou prend D4. Alors, c'est plus agréable pour les blancs, bien sûr. Ils sont même mieux. Mais ils sont pas si gagnants que ça parce qu'il y a les fous de couleur opposée.
il n'y a plus les dames sur l'échiquier. Alors, il y a ce 3 contre 2 à l'aile dame. Mais peut-être que je peux la tenir avec un petit peu de chance. Si j'arrive à échanger les tours, ça fait nul. Donc ça, c'était possible de jouer. Mais en fait, sur dame G7, je m'étais dit, après dame prend D5, moi, mon idée, c'était de prendre, comme ça, le pion E5. Et de rentrer dans les mêmes lignes. Parce que j'attaque sa dame avec la tour. Mais vous voyez que si je lâche, ben, ça marche pas. Parce que ce que j'ai oublié au début de mon calcul, c'est que ça donne échec. Et là, en fait, c'est complètement terminé. Je regarde, alors roi H8, ça va pas parce qu'il y a E6. Et justement, là, il disait avec le fou en 1, ça clouerait tout de suite la dame, mais même dame prend B2, fonctionne pas parce qu'il y a E7, il va gagner une qualité. Si je fais tour F7, il y a E6, ma dame et ma tour sont attaquées. Donc j'ai joué dame F7 dans cette position. Je me dis encore, ça peut peut-être tenir, mais au moment où il joue E6, c'est là que j'ai compris que c'était fini. Alors juste pour lui laisser un petit peu le coup de grâce, j'ai quand même joué dame prend E6. Est-ce que vous voyez, vous de votre côté, comment les blancs gagnent du matériel? Tout simplement, tour prend F5. L'idée, c'est que ma dame n'est plus protégée. Si je prends la tour avec le pion ou avec la tour, il prendra ma dame. Si je prends sa dame, il prend la mienne avec la tour. Et je peux pas prendre la tour avec ma dame puisqu'elle est clouée. Donc ça termine complètement la partie. Donc une défaite pour commencer ce tournoi. Alors je suis pas non plus complètement déçu, hein. Je sais que j'étais pas du tout le favori. Là où je suis peut-être un petit peu plus déçu, c'est que j'ai pas pesé dans la partie finalement. Après, ça a été le choix de l'ouverture. Est-ce que j'aurais dû jouer plus théorique? Je sais pas, ça c'est toujours un grand débat. Est-ce qu'il faut jouer purement théorique, mais contre un maître international, il connaîtra forcément plus de théorie que moi, surtout sur une grande ligne de la sicilienne? Ou est-ce que j'ai eu une bonne idée de tenter un piège dès l'ouverture, quitte à ce que ma position soit un peu moins bonne dès le départ? C'est le grand débat. J'étais pas forcément contre le fait de jouer un piège dès l'ouverture, pas de jouer une grande ligne, de jouer une sous-ligne. Finalement, je me dis après coup que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais ça c'est un débat. Ça, voilà, si ça avait marché, ça aurait été un coup de génie. Maintenant, ça marche pas, donc c'est un mauvais plan. C'est toujours la même histoire. Typiquement, le joueur de foot qui dribble 3 joueurs puis qui frappe. S'il met le but, c'est un génie. S'il rate le tir, c'est un individualiste. Là, c'est à peu près la même chose. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Je me dis, bon, bah, la ronde du matin, elle est terminée. Et j'ai pas forcément laissé trop de jus non plus parce que la partie s'est terminée plus ou moins rapidement, alors pas très vite non plus, mais ça n'a pas duré longtemps. Je me dis, comme ça, je peux me rassasier pour l'après-midi, je peux me reposer un petit peu, parce que j'étais fatigué, je me suis dit, je vais peut-être aller dormir un petit peu, avant la ronde de l'après-midi, où là, j'aurai les blancs contre un adversaire supposé plus faible sur le papier. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cette ronde? Eh ben, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui va arriver très bientôt. Ciao, ciao à tous.